Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. On continue les cartes de spécialistes de la boîte La Cité Engloutie et aujourd'hui on a 2 cartes de niveau 5. Voilà, ça sent la fin des cartes de spécialistes. Alors première carte, Archibald McVeigh, le professeur tourmenté. Alors, je sais pas pourquoi depuis quelque temps il y a un problème de formatage, c'est difficile, ça complexifie la lecture des cartes. Bref, carte de niveau 5 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié, qui a le trait allié, 2 points de vie, 3 points de santé mentale, deck assistant, reporter ou érudit uniquement, utilisation 4 secrets, ça c'est le truc difficile à lire, vous gagnez plus en intelligence, les secrets sur des soutiens que vous contrôlez peuvent être dépensés en tant que ressources pour payer des événements perspicacité que vous jouez. Alors, on a donc un allié, assistant, reporter, érudit, ça ressemble plutôt à des traits de chercheurs, donc un allié pour les chercheurs qui donne un bonus en intelligence et qui donne des réductions de coûts. Voilà. Et donc il est comparé à Milan Christopher et Lawrence Carlyle. Alors donc, on a un allié, il vous coûte 4, mais il a 4 secrets, et les secrets sur tous les soutiens que vous contrôlez, y compris lui, peuvent payer des événements perspicacité que vous jouez. Donc si vous jouez des événements perspicacité pour un total de 4 ressources, lui vous le payez 4, et vous économisez 4 sur les événements perspicacité que vous jouez après, donc en fait il se rembourse. À partir du moment où vous devriez dépenser assez en événements perspicacité, on peut considérer que c'est un allié gratuit, c'est encore mieux que la réduction de 3 du discours motivant. Le bonus de plus en intelligence, c'est quand même bien pratique pour les chercheurs, qui, dans mon style de jeu, je le précise pas toujours, mais évidemment, moi je raisonne par rapport à mon style de jeu principalement. Dans mon style de jeu, les chercheurs sont généralement spécialisés en enquête, c'est toujours intéressant d'avoir un bonus passif en intelligence, et il le fournit. Alors le docteur Milan Christopher aussi permettait de l'économie, parce que, après avoir enquêté avec succès, il vous rapporte une ressource. Et donc ça veut dire que, avant qu'il entre sur la liste des tabous, vous le payez 4, et au bout de 4 enquêtes réussies, il se remboursait. Maintenant, avec la liste des tabous, il se rembourse au bout de 4 rounds pendant lesquels vous avez réussi au moins une enquête. Bon, par contre, il est de niveau 0, Archibald McVeigh est de niveau 5. L'effet d'utiliser les secrets comme des ressources, ça fait quand même penser au fil d'Ariane, un soutien chercheur de niveau 3 qui est gratuit, qui occupe un emplacement d'arcane, très rituel, utilisation 0 secret. Les secrets sur le fil d'Ariane peuvent être dépensés comme s'ils étaient sur n'importe quel soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Capacité gratuite, inclinez le fil d'Ariane, déplacez un secret depuis un soutien que vous contrôlez vers votre réserve de ressources, en tant que ressource, ou vice-versa. Donc le fil d'Ariane vous permet, déjà c'est votre banque de secrets pour tous les investigateurs de votre lieu, et ensuite vous avez la possibilité de transformer, une fois par round, un secret en ressource, ou vice-versa. Archibald McVeigh, c'est uniquement les secrets en ressources pour payer des événements perspicacité. L'aspect allié qui fait de l'économie, on avait maître... Ah oui, ça c'est bizarre, je me souviens plus de... Ça fait longtemps que je l'ai pas joué cette carte, mais la traduction c'est Mr. Charles Ross, Charles Ross Esquire, ça devrait plutôt être, Maître Charles Ross. Bon. Toujours est-il, un allié qui vous dit, vous avez le droit de dépenser des ressources pour... Ah oui, pardon, je m'attendais à autre chose. Vous avez le droit de dépenser des ressources pour payer le coût des soutiens objets joués par d'autres investigateurs dans votre lieu.
Capacité gratuite, inclinez Charles Ross, réduisez de 1 le coût du prochain soutien-objet joué par un investigateur dans votre lieu. Et voilà, ça date d'il y a 7 ans. Ça date d'il y a 7 ans, il est indiqué que cette réduction de 1 se cumule. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre lieu qui a joué un soutien-objet, rand n, vous l'inclinez, vous dites j'ai une réduction de 1, rand n plus 1, vous dites je rajoute une réduction de 1, rand n plus 2, etc. Et au bout d'un moment, vous dites j'ai cumulé au total une réduction de 5, je joue 5, je crois qu'il y a par exemple la Thompson 45 gratuitement. Voilà. Bon, alors les événements perspicacité, il y en a pas mal. Il y en a un nombre non négligeable en gardien, mais évidemment l'essentiel c'est chez les chercheurs. Voilà. Ah oui, ceux qui coûtent plus de 2 ressources. Et il n'y a pas... Ah si, on peut trier par coût. Voilà. Bon, j'ai un plan, ça coûte 3. Alors, ça c'est une carte personnelle. Décrypter la réalité, établir des connexions, c'est 4. Rejoindre la caravane, c'est 5. Mais il y a un mécanisme de réduction du coût. L'œil stygien 10, mais il y a un mécanisme de réduction du coût. Recherche poussée niveau 1 ou niveau 0. Il y a aussi un effet de réduction de coût. Donc en fait, un coût assez classique. Un coût assez classique pour les perspicacités, c'est 2. Alors c'est que 26 sur les 113, donc il y en a aussi qui coûtent 0, il y en a qui coûtent 1, mais voilà. Dès qu'elles ont, quand elles ont un coût qui commence à s'élever, c'est généralement 2. Donc voilà, Archibald McVeigh, vous le payez 4 ressources, mais les 2, 3, 4 prochains événements perspicacité avec un coût non nul que vous jouez deviendront gratuits. Alors, il n'y a pas que ces secrets qui fournissent des réductions, il y a tous les secrets sur des soutiens que vous contrôlez. Donc les secrets, il y en a un certain nombre. Les soutiens qui ont beaucoup de secrets, alors là j'ai regardé, les soutiens avec 4, 5, 6 ou 7 secrets, il y en a quand même, donc il y a un certain nombre de soutiens qu'on peut envisager comme réserve de secrets. Par exemple l'encyclopédie de niveau 0, 5 secrets, c'est un livre. Le bibliothécaire tuteur l'encyclopédie, je crois que c'est la bibliothécaire adjointe peut remonter l'encyclopédie en jeu et vous faire jouer un autre livre. C'est un objet éventuellement, il y a des combos du style tour de passe-passe, vous faites entrer en jeu l'encyclopédie, vous dépensez tous ces secrets pour payer des perspicacités qui ont un coût élevé. Par exemple, décrypter la réalité, et puis il remonte dans votre main et vous le rejouerez plus tard. Le grimoire cryptique étudié, version message du vieux gardien. Lui, il a un effet, une réaction, après que vous avez résolu au moins un pion maudit lors d'un test, placez un nombre équivalent de secrets sur le grimoire cryptique. Donc lui, il peut se charger en secret tout seul, voilà. L'ouvrage interdit, pareil, comme l'encyclopédie, il a 5 secrets. Alors normalement, on cherche à l'étudier, mais vous pouvez éventuellement l'utiliser comme réserve à secret. Alors le catalogue de chez Schaffner, c'est un livre survivant qui coûte 2, qui a 5 secrets. S'il n'y a pas de secret sur lui, on le défausse. Et les secrets qu'il y a sur lui peuvent servir à payer des soutiens objets joués par un investigateur dans le lieu. Bon, donc si vous avez le catalogue et Archibald McVeigh en jeu, les secrets du catalogue soit servent à jouer les objets, soit servent à jouer les événements perspicacité. Et alors, je suis en train de penser à un truc. Une carte que j'ai failli oublier bizarrement. Alors, carte de rechargement de secret, la plus efficace, c'est peut-être de la fiction à la réalité. Version de niveau 2, ça coûte 1. Placez 2 secrets répartis parmi les soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu. 3 secrets à la place s'il y a un indice dans votre lieu. Au passage,
c'est une carte qui a le trait perspicacité. Donc vous pouvez dire, j'utilise un de mes secrets pour payer cette carte, et cette carte-là me donne 3 secrets. Bon, donc pour une action, vous avez gagné 2 ressources, c'est un peu comme une planque. Ouais. Alors, sachant que, Archibald McVeigh, il permet d'utiliser les secrets pour payer des événements, mais il vous empêche pas d'utiliser les secrets pour leur effet normal. Si vous avez en jeu le Necronomicon, les secrets, vous les utiliserez pour activer les capacités du Necronomicon, a priori. Par contre, si vous avez l'encyclopédie de niveau 0 et que vous n'avez pas besoin d'un boost de plus 2, mais par contre vous avez besoin de jouer à un décrypter la réalité, là vous dépensez le secret comme ressource. Voilà. Et donc une carte intéressante à mentionner, c'est Révélation stupéfiante, un événement qui ne peut pas être joué, myriade. Réaction, quand vous cherchez dans votre deck et que Révélation stupéfiante est parmi les cartes consultées, défaussez-la, soit vous gagnez 2 ressources, soit vous placez un secret sur un soutien que vous contrôlez, maximum d'une capacité recherche par recherche. Ah ouais. Ouais, ok, je vois pourquoi je l'avais pas mentionné. Donc cette carte-là, normalement, soit elle fournit 2 ressources, soit elle place un secret. Généralement, le secret a plus de valeur que 2 ressources. Donc un secret, c'est une ressource pour un événement perspicacité, mais on peut avoir direct 2 ressources. Ok. Voilà donc Archibald McVeigh, un allié qui a un boost intéressant, qui peut encaisser, ça je l'ai pas mentionné. Il peut encaisser 1 dégât et 2 horreurs et survivre. Voilà. Et puis déjà, à partir du moment où vous avez quelques perspicacités à jouer, il se rembourse. Et si vous avez des secrets inutilisés, c'est du gain de ressources. Bon, alors qui peut l'avoir dans son deck ? Essentiellement des chercheurs. Et qu'est-ce que j'ai noté ? Alors je regarde la liste. Carson Sinclair, rien de particulier. Bon, il a que 2 d'intelligence, passé de 2 à 3. Ouais, bon. Ouais, voilà. Alors ensuite, Agatha Crane. Agatha Crane, quand même, pour rappel, sa réaction, quand votre tour se termine, si vous avez scellé, annulé ou ignoré au moins un pion KO à ce round, jouez un événement sort ou perspicacité depuis votre pile de défausse. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Alors, on peut choisir d'utiliser, déjà, cette réaction, idéalement, on veut l'utiliser à chaque tour, tant qu'à faire, parce qu'elle est intéressante, et c'est un événement sort ou perspicacité. Si vous envisagez de mettre Archibald McVeigh dans votre deck, c'est parce que vous envisagez de jouer beaucoup de perspicacité. Et dans ce cas-là, à la fin de chaque tour, vous essayez de jouer une perspicacité, voilà, Archibald McVeigh sera utilisé fréquemment. Voilà. Amanda Sharp, rien de trouvé de spécial. Alors Kate, elle a accès à toutes les perspicacités de niveau 0 à 1, hors classe chercheur, parce qu'elle a déjà accès à toutes les cartes chercheurs. Non, je préfère trier par classe, donc hors classe chercheur, bon, elle en a accès à un nombre non négligeable. Voilà. Rex Murphy, bon, c'est un chercheur, il a donc accès à beaucoup de cartes perspicacité. Rex Murphy, sa réaction, c'est après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtiez, découvrez un indice dans votre lieu. Voilà, et donc Rex Murphy, l'idéal c'est... Alors, ça c'est la carte telle qu'imprimée, même si vous jouez avec la liste des tabous, cette réaction marche qu'une fois par round. Mais, en partant du principe que vous jouez avec la règle des tabous, une fois par round, vous voulez un gros bonus lors d'une enquête pour avoir l'indice bonus. Comme il a accès à 5 cartes non chercheurs et non neutres de niveau 0, une possibilité, c'est Relation influente. De niveau 0 par contre, pas de niveau 3. Donc, capacité gratuite, incliner Relation influente, vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour ce test, pour chaque groupe de 5 ressources que vous possédez.
Si vous accumulez plein de ressources, une fois par round, vous lui donnez un gros bonus. Et voilà. Et si on regarde les cartes auxquelles il a accès qui fournissent des ressources, et ben... Tiens, c'est bizarre que j'ai noté ça, bon. Il peut y avoir partir perdant. Il y a un test qui est facile pour lui ou qui veut bien échouer, il augmente la difficulté du test pour gagner de ressources. À ce test-là, qu'il risque fortement d'échouer, il attribue garde et courage. Si effectivement il échoue, il pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Au passage, ça peut être une façon de se débarrasser de sa faiblesse, voilà. Sa faiblesse, quand il la révèle, il la met en jeu, et quand il devrait réussir un test de compétence, il remet le pion révélé dans la réserve du chaos, il en révèle un autre, et si le fait de remplacer le premier pion par le deuxième, ça le fait échouer, il remélange la malédiction de Rex dans son deck. Donc il fait un test, qui a pas une grande importance pour lui, il se rend le test plus dur, de sorte à échouer, et bon, il faut que le premier pion fasse réussir et le deuxième échouer, donc c'est pas garanti, mais c'est envisageable, voilà. Sinon il a accès aussi à Bianca, dont j'ai beaucoup parlé, donc je vais résumer. Elle coûte 2 ressources, elle a 10 ressources, et si on réussit des tests de discussion, on peut gagner ces 10 ressources, voilà. Donc faire un bénéfice de 8. Et voilà, il a accès à... Tiens, c'est bizarre, là. Eh mince. Non, ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça n'a pas marché, parce que ça... Ah si, pardon, c'est niveau 0. Oui, donc il a accès à un certain nombre de cartes qui contiennent beaucoup de secrets. Dans le catalogue de chez Schaffner. Voilà. Et voilà, donc pour en revenir à Archibald McVeigh, vous faites un deck Rex Murphy friqué. Vous avez des cartes pour gagner des ressources, vous avez Archibald McVeigh, vous avez des cartes avec des secrets, Archibald McVeigh pour déjà il vous booste, il vous fait passer à intelligence 5, ce qui augmente vos chances de réussir de 2. Il vous permet de transformer des secrets sur des cartes pas chères, comme voilà, ouvrage interdit, ça vous coûte 1 et ça vous fait une réduction totale de 5 ressources pour des perspicacités, ça vous aide à maintenir votre réserve de ressources et avoir un bon bonus avec relation influente. Voilà. Donc Cage, j'en ai parlé, Lucius Galloway, pour rien de spécial à dire. Ah si, il y a juste un truc, Lucius Galloway, on peut faire la même remarque que pour Rex Murphy, il a accès à des cartes truands, donc on peut le jouer en truand friqué, sauf que quand j'avais regardé comment lui faire réussir largement ses évasions, de mémoire il n'y avait rien qui impliquait les perspicacités. Mandy Thompson, j'ai rien vu de particulier, Mintifan non plus, Rex Murphy parallèle, rien de particulier à mentionner, Darrell non plus, Hank Samson non plus, Kohaku non plus, et Agatha Crane version mystique, même remarque que pour Agatha Crane version chercheur. Elle peut potentiellement jouer un événement perspicacité à la fin de chacun de ses tours. Sauf qu'en version mystique, il est plus probable que ça soit des événements sorts. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour Archibald McVeigh. On va passer à la deuxième carte. Le Mauser. Alors je charge les onglets. Bon. Alors comme mon allemand est à peu près inexistant, je vais prononcer ça, Mauser Tanggewehr M1918. Donc, un soutien de niveau 5 qui coûte 4, qui occupe les 2 emplacements de main. Ah, j'ai mal nettoyé mes onglets avant de commencer. Voilà, donc il occupe les 2 emplacements de main, trait, objet, arme, arme à feu, deck, chasseur vétéran ou veilleur uniquement, utilisation 1 obus. Action, si le Mauser Tanggewehr M1918 est redressé, dépensez un obus, combattre. Vous gagnez plus 5 en force pour cette attaque et cette attaque inflige plus 3 dégâts. Action, inclinez le Mauser Tanggewehr M1918, reconstituez un obus de cette carte.
Alors, que je regarde dans quelle ordre j'avais présenté les choses. Ok, donc c'est une arme à deux mains, une grosse arme, une arme qui est là pour faire beaucoup de dégâts. Bon, les armes à feu, il y en a un certain nombre. Alors je sais jamais si la sélection emplacement main x2 marche bien, donc j'ai regardé toutes les armes à feu, et les grosses armes à feu qui occupent les deux mains, il y a par exemple le Bar M1918, tiens, même année. Il a 8 munitions, on dépense les munitions par lot de 1 à 5, on a plus X en force, et on inflige X dégâts, X c'est le nombre de munitions dépensées. On a le fusil éclair, 3 munitions, quand on dépense une munition, on combat avec force plus 5 et attaque plus 2, enfin pardon, dégâts plus 2. Le lance-flamme, plus 4 en force, sachant qu'on doit attaquer l'ennemi engagé avec soi, qui a la valeur de combat la plus élevée. Et on fait un total de 4 dégâts répartis parmi les ennemis avec lesquels on est engagé. Ok, donc ça on va dire c'est un petit peu la référence des grosses armes à feu. Premier truc qui est marqué dans la première critique, c'est la comparaison, bien évidemment, se fait avec l'arc décoré. L'arc décoré, qui est une arme neutre, ce qui veut dire que tous les investigateurs, sauf Caroline Fern de mémoire, peuvent y avoir accès. Ça occupe les 2 emplacements de main, utilisation 1 munition, limite de 1 munition sur l'arc décoré, action, dépenser une munition, combattre, cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force, vous gagnez plus d'en agilité et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Action, vous encochez une nouvelle flèche, placez une munition sur l'arc décoré. Donc on retrouve le même fonctionnement, j'ai une munition, j'attaque, je dépense une action pour attaquer et il faut que je dépense une action pour recharger. Ok. Par contre, oui, et dans les deux cas, donc le fait qu'il y ait besoin de l'action pour recharger fait que si à l'issue de l'attaque on est toujours engagé avec un ennemi et qu'on recharge, eh ben on se prend une attaque d'opportunité. Ou alors il faut avoir une bandoulière, niveau 0 ou niveau 2, pour avoir au moins un autre emplacement de main, pour avoir une autre arme, pour dire j'utilise mon autre arme, mon arme secondaire, pour achever l'ennemi, et une fois que j'ai achevé tous les ennemis avec lesquels je suis engagé, là je peux recharger. Voilà. Par contre, il y a quand même une énorme différence. Moi, quand j'avais commenté la carte sur le forum pour la première fois, je crois que j'y avais pas prêté attention, mais c'est utilisation 1 obus sur le Mauser Tanggewehr. L'arc décoré, c'est une munition. Alors certes, on a une limite d'une munition dessus à un moment donné, mais ça se recharge avec n'importe quelle carte qui recharge des munitions. Le Mauser, comme on utilise des obus, aucune carte de recharge qui existe jusqu'à présent ne peut le recharger. Donc l'unique mécanique pour le recharger, l'unique mécanique commune à tous les investigateurs en tout cas, c'est cet effet de je dépense une action, je l'incline et je le recharge. Et là il y a une discussion dans les commentaires sur le fait que potentiellement c'est les créateurs du jeu qui se sont rendus compte que la limite d'une flèche sur l'arc décoré et l'obligation de dépenser une action pour le recharger, ça se contournait avec aventurier, avec recharge rapide, avec tout un tas de cartes. Donc là, avec le Mauser, ça ne se contourne pas. Le problème, c'est que ça veut dire que concrètement, il faut l'utiliser une fois pour tirer, on fait 4 dégâts, deuxième action, on l'incline et on le recharge, et ensuite, on peut plus tirer parce que maintenant il est incliné. Mais on a dépensé 2 actions pour faire 4 dégâts. 2 actions pour faire 4 dégâts, c'est un peu le rythme, moi c'est le rythme que j'attends de toutes mes armes. Le Mauser a l'avantage de vous donner un gros bonus en force, ce qui limite le risque de rater. Le 45 automatique de niveau 0, si vous réussissez vos 2 attaques, vous faites 4 dégâts. Le Mauser, si vous réussissez votre attaque et qu'ensuite vous rechargez, vous avez aussi fait 4 dégâts. Le 45 automatique vous donne un plus 1, le Mauser un plus 5, voilà.
c'est quand même assez lourd. Et quand on regarde tout ce qui permet d'améliorer les armes à feu, par exemple, modification sur mesure. De base, ça vous permet de remplacer un pion KO non échec automatique par un autre. Et les effets, par exemple, voilà, après que des munitions ont été placées sur cette carte, dépenser du ou placer sur le soutien, placer une munition sur le soutien, là ça marche pas, vous avez besoin d'obus. Alors il y a des effets qui marchent, par exemple, si vous échouez lors d'une attaque avec le soutien attaché contre un ennemi engagé avec un autre investigateur, vous n'infligez aucun dégât, ça vous évite d'infliger 4 dégâts en une attaque ratée, ok. Mais par contre, quand on regarde, je sais pas, par exemple, c'est lequel, voilà, munitions personnalisées, placer 2 munitions sur le soutien, ça n'a pas d'effet. Le plus 1 dégât contre les monstres, oui, ok, ça marche. Tout le rechargement, comme je l'ai dit, ça ne marche pas. Je pense que j'avais mis les choses dans un autre ordre. Voilà. Alors le viseur télescopique, ça marche quand même. Voilà, vous pouvez tirer à distance. Par contre, il vous faut payer 3 XP en plus des 5 XP de l'arme. Voilà, vous avez un fusil qui vous coûte 8 XP et qui peut tirer à distance sur les ennemis non élites en ignorant distant et riposte depuis le lieu voisin pour faire 4 dégâts d'un coup, mais ensuite nécessite un rechargement. C'est lourd. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, pas de possibilité de recharger avec l'aventurier. Si vous ne jouez pas avec la liste des tabous, vous avez l'option tour de passe-passe. Vous mettez en jeu le Mauser Tangewehr, vous faites votre tir. Fin du tour, il est toujours en jeu, vous le renvoyez dans votre main. Et ensuite, plus tard, vous le rejouerez et il entrera en jeu avec sa munition. Si vous utilisez la liste des tabous, ça ne marche pas, parce que il est niveau 5. Voilà. Autre possibilité, récup de niveau 2. Alors, je dis niveau 2, c'est mieux avec récup de niveau 2. Réaction après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous la jouez en payant son coût. Mais là, le paradoxe, ça veut dire que pour réussir à utiliser récup, il faut être bon en enquête. Voilà, il faut être bon en enquête et grâce à récup, vous avez votre fusil qui vous a coûté 5 XP. Si vous faites un deck assez bon en enquête pour activer récup, vous n'êtes pas le combattant principal. Vous cherchez probablement pas à faire les dégâts 4x4. Voilà. Une carte... Alors je me souviens plus si j'ai fait une vidéo de combo sur cette carte ou s'il faut que je la fasse encore. Bon, toujours est-il, coordination œil-main, un événement perspicacité gardien de niveau 1 qui coûte 1, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, résolvez une capacité d'action sur un soutien outil ou arme que vous contrôlez sans payer son coût d'action. Et ça avec le Mauser, voilà il est là, vous pouvez effectuer ça, sans payer le coût d'action. Par contre, il est incliné, donc il ne peut pas retirer ce round-ci. Mais ça vous a économisé une action. Ouais. Et enfin, Robert Castaigne, ah oui, je l'ai mis là comme carte qu'on ne peut pas utiliser, j'insiste sur le pas. Parce que lui, son effet, c'est révéler de votre main un soutien arme à feu qui occupe un emplacement de main ou moins. Le Tangewehr, il utilise 2 emplacements de main. Donc ça combotte pas. Alors j'espère qu'à ce stade-là, vous vous êtes rendu compte que j'aime pas cette carte-là. Vous faites les dégâts 4x4, comme un lance-flamme, vous avez un avantage de plus 5 en force au lieu de plus 4, mais à côté, c'est lourd. Le lance-flamme dans un deck adapté, vous tutorez votre lance-flamme comme n'importe quelle arme, vous le mettez en jeu, vous la rechargez comme n'importe quelle arme à feu, voilà, c'est simple, c'est fluide, c'est efficace. Le Mauser, c'est lourd.
Bon, concrètement, qui y a accès? Eh ben, beaucoup de gardiens, des survivants, des truands, des mystiques, et donc au final, bah, tout le monde sauf des chercheurs. Alors voyons voir, dans quel ordre je les ai mis. Ah oui. En fait, les gardiens, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, pour moi ils ont d'autres solutions. Voilà, tout simplement. Ils ont de meilleures armes à feu autres. Hank Samson, bah, il est accès. Il a 5 de force de base, et en version déterminée, en version veilleur déterminé, il a 6. Donc quand il combat avec, il combat à force 10 voire force 11, plus potentiellement, je sais pas, le bonus de Jessica Hyde. Donc effectivement, il a une très bonne valeur de compétence, de très bonnes chances de réussir son attaque, mais bof, voilà. Ensuite, William Yorick. Alors William Yorick, c'est un petit peu différent, parce que il a son effet, réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, jouez un soutien depuis votre pile de défausse, en payant son coût, limite d'une fois par round. Je crois que c'est mentionné quelque part. Voilà. Le fait que cette carte entre en jeu déjà chargée me fait penser que ça va être bien pour William Yorick. S'il peut avoir l'économie, donc il peut avoir les ressources pour la jouer. Il peut tirer, éclater je sais pas, un pauvre imbécile, voilà, envoyer un pauvre imbécile en enfer et recommencer. Non, pardon. Ouais, enfin bon, expression, voilà, il peut donc dégommer un ennemi. Ensuite, il défausse le Mauser en sortant une autre arme ou un deuxième Tankgewehr à la place. Voilà. Et effectivement, c'est vrai, vous jouez William Yorick, vous tirez avec cette arme-là se fait défausser peu importe comment, vous achevez un ennemi, vous la rejouez depuis votre défausse. Mais ça veut dire que, eh ben déjà, ça vous prend toute votre capacité de William Yorick, et ça veut dire qu'à chaque fois, vous payez 4 ressources pour un tir. Alors, certes, comme vous jouez la carte en réaction, pas d'action pour la jouer, pas d'action pour la recharger si ensuite vous la sacrifiez, mais quand même 4 ressources. Bon. À côté de ça, on a, et j'ai oublié de charger les onglets, à côté de ça, on a la tronçonneuse. Alors ça coûte 4 également, ça occupe les 2 emplacements de main également. Vous avez plus d'enforce et pas plus 5. Vous infligez plus de dégâts et pas plus 3. Ok. Mais en cas d'échec, soit vous remettez une provision sur la tronçonneuse, soit vous infligez quand même un dégât. Je sais pas, vous attaquez un ennemi qui n'a plus qu'un point de vie avec la tronçonneuse, même si vous ratez votre attaque, vous pouvez choisir de l'achever. Et puis, pour 4, vous avez 3 provisions. Donc 3 attaques. Et avec son effet, selon comment on voit les choses, on peut dire ces 3 attaques réussies. Si vous choisissez qu'à chaque attaque ratée, vous remettez une provision, ça veut dire que la tronçonneuse vous garantit à 3 reprises de faire 3 dégâts. Voilà, donc moi, si je joue un deck William Yorick avec l'idée je cycle son arme, je choisis la tronçonneuse. Là, il y a un commentaire qui dit on obtient plus avec donc push to the limit, je me semblais la traduction, et la masse, blablabla. Donc pousser dans ses retranchements, un événement de niveau 0 qui coûte 2, tactique improvisée, choisissez un soutien arme ou outil dans votre pile de défausse, résolvez une capacité d'action sur ce soutien en ignorant tous les coups, y compris son coup d'action. Après la résolution de cet effet, mélangez le soutien choisi dans votre deck. Jouer cette carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc ça, effectivement, ça vous permet de dire, pour une action, et les 2 ressources de cette carte, j'attaque avec une de mes armes ou un de mes outils de ma défausse. Et ensuite, cette carte, ce soutien arme-outil, je le remélange dans mon deck. Voilà, donc je reviens sur l'exemple de la tronçonneuse. Avec cette carte-là, vous attaquez avec la tronçonneuse qui est dans votre défausse. Et ensuite, vous la remélangez dans votre deck pour la piocher plus tard. Voilà. Et puis la masse.
bon, je l'ai plus là sous les yeux, mais c'est soit la masse de niveau 0, c'est soit pour une action, je combats à force -1 mais je fais 2 dégâts, soit pour 2 actions, je combats à force +1 et j'inflige plus de dégâts. Ok. Ouais. Voilà. Et... ah oui, William Yorick, donc si vous jouez cette logique de cycler les armes ou d'activer les armes depuis votre défausse, voilà, vous lui mettez équipement limité. Comme ça, dès le début de la partie, il y a des chances qu'il y ait des armes ou d'autres soutiens à récupérer depuis votre défausse. Voilà. Michael Maglen, c'est le truand qui joue avec des armes à feu. Sauf que sa réaction, après que vous avez dépensé au moins une munition d'un soutien arme à feu, gagnez une ressource. Le Mauser Tangewehr n'utilise pas de munitions mais d'obus, donc ça marche pas. Son signe des anciens, vous avez le droit de placer une munition sur un soutien arme à feu, même remarque, c'est munitions, pas obus, donc ça marche pas. Et le dernier que je vais mentionner, c'est Dexter Drake. Capacité gratuite, lors de votre tour, défaussez un soutien que vous contrôlez, jouez de votre main un soutien avec un titre différent en réduisant de 1 son coût, limite d'une fois par round. Et son signe des anciens, +2, vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien de votre zone de jeu, ensuite piocher une carte. Dexter Drake qui joue avec les soutiens. Vous pouvez utiliser sa capacité gratuite, dire par exemple je défausse mon Mauser C92 qui n'a plus de munitions, voilà. Ce qui me permet, sans dépenser d'action, de jouer mon Mauser pour 3 ressources. Voilà, 3 ressources au lieu de 4. Ensuite, je tire avec. Et au round suivant, vous pouvez réutiliser cette capacité et dire je défausse mon Mauser Tangewehr pour jouer un Mauser C92 pour 3 ressources au lieu de 4. Donc vous vous embêtez pas avec le rechargement, mais une arme à tir unique pour 4 ressources, enfin pour 3 ressources, c'est trop cher. Voilà. Bon, le bilan, Archibald McVeigh, un allié, alors, qui coûte 5 XP, c'est quand même énorme, il n'y a pas beaucoup d'alliés qui sont au-delà de 3 XP, il me semble. Donc il vous coûte cher en XP, niveau ressources, si vous le mettez dans un deck, c'est vous avez la possibilité de le rembourser, il vous donne il vous donne un bonus de compétences appréciable, et ensuite, pour qu'il se justifie, il faut qu'il soit dans un deck avec à la fois des cartes pas chères qui vous donnent des secrets, et à la fois des cartes perspicacité dont vous aimeriez réduire le coût. Voilà. Mais sinon, si vous avez un deck chercheur lambda, mettez Milan Christopher. Même nombre de ressources, enfin, oui, au moment de le jouer, c'est le même nombre de ressources, c'est 5 XP de moins, et les ressources sont réellement gagnées, c'est plus polyvalent, pas à se soucier, est-ce que j'ai des cartes avec des secrets, comment je recharge en secret, qu'est-ce que je fais de mes secrets. Mais dans le deck fait pour, il va être efficace. Ah oui, et comparé à Milan Christopher, alors si vous jouez avec la liste des tabous, Milan Christopher c'est un gain d'1 par round. Archibald McVeigh, potentiellement vous le jouez lui, le round d'avant vous aviez joué une carte avec 5 secrets, et là ce tour-ci, vous avez 9 secrets à utiliser pour avoir des réductions. Donc ça peut être un effet de boost, un effet même de burst, comme disent les anglophones, c'est au lieu d'avoir de la réduction sur le long terme, c'est d'un coup une énorme réduction. Et je viens de me rendre compte qu'il y a quand même une carte qui peut être intéressante à mentionner. Alors, de manière générale, toutes les cartes qui font entrer un allié et le faire repartir du jeu sont intéressantes. Voilà, par exemple, la carte truand dont le nom m'échappe, vous jouez un allié, fin du round vous le remontez dans votre main, là vous faites entrer en jeu Archibald McVeigh, non c'est pas cette carte là, vous faites entrer en jeu Archibald McVeigh, vous utilisez ses secrets, il remonte,
dans votre main, ou alors par exemple une rencontre fortuite, vous mettez en jeu Archibald McVeigh depuis votre défausse pour une ressource, et comme à la fin du round vous allez le défausser, et ben pendant votre round vous utilisez ces 4 secrets. Donc au final vous avez payé 1, vous avez eu une réduction de 4. Voilà. Et la deuxième carte, le Mauser Tangewehr M1918, eh bien moi mon opinion c'est que cette carte là, il faut pas la jouer. Voilà. Jusqu'à présent je n'ai pas trouvé de combinaison, enfin de situation avec un investigateur, un style de deck, des combos, où ce que ça fait ne peut pas être fait au moins aussi efficacement par autre chose. Alors encore une fois, je me souviens plus si j'ai déjà enregistré la vidéo, s'il faut que je le fasse plus tard, mais arc décoré plus aventurier, c'est très efficace. Lance-flamme plus rechargement, c'est très efficace. Beretta 1918 dans un deck truand, réussite par X ou truand friqué, normalement c'est efficace. Enfin, tout est efficace. Enfin, comment dire, si vous en donnez la peine, vous avez plein d'autres choses efficaces, sans avoir à contourner le fait que ça tire des obus et pas des munitions. Donc à moins que dans le prochain cycle on ait une carte qui dise les provisions peuvent être utilisées comme munitions ou comme obus, ou une carte qui dise je sais pas, jusqu'à la fin du round remplacer obus sur une carte par munition, cette carte là je pense que je ne la jouerai jamais. Voilà. Alors je pense que c'est fini, c'est fini pour cette vidéo, et prochaine vidéo, je crois que ce sont les 3 serments sacrés. Et du coup, je pense que pour la dernière vidéo, il faut que je fasse les 3 cartes en une vidéo, qui risque d'être un poil longue. Voilà. Bon moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.